Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes de l'environnement, de la culture et des droits humains. Glauber Cesarino, bonjour. Bonjour. Nous allons parler de Autre Brésil, Autre au pluriel. Nous sommes dans vos locaux, à Paris, dans le 11e arrondissement. Vous êtes coprésident de Autre Brésil, qui est une association engagée et dynamique qui propose de l'information, des rencontres, une vidéothèque, un site internet, des projections débats, un super festival de documentaires sur le Brésil à Paris. Comment est née cette association ? Cette association est née de l'envie de quelques personnes françaises et brésiliennes de transmettre un peu l'image d'un pays pluriel. C'est pour ça aussi que le nom est au pluriel, parce que l'idée étant de sortir des préjugés, des lieux communs qui entourent le Brésil, notamment pour un public francophone. Donc sortir des images comme Brésil, carnaval, football, fête, et montrer que le Brésil, il y a plus que ça, il y a plus de choses bien et mauvaises, des choses plus complexes. Donc l'idée de l'association est née d'un site internet qui traduisait à ce moment-là des articles de la presse alternative brésilienne pour un public francophone. D'accord. Donc, à partir de là, 4-5 ans après, on a lancé le festival, l'Autre Brésil, Brésil en mouvement, pour montrer des films documentaires qui montrent donc cette pluralité du pays. Bien. Donc, le début de l'association, c'était en 2002. 2002. Donc, vous vouliez faire découvrir cette société brésilienne, tous ces aspects à un public francophone. Maintenant, en plus des articles sur le site, il y a aussi des dossiers thématiques qui permettent d'aborder les grandes problématiques sociales et de les traiter plus en profondeur. Depuis 2005, donc, vous organisez à Paris Brésil en mouvement, une semaine de projection de documentaires. C'est à quelle époque c'est passé là Cette année, pas encore, parce qu'on fait entre septembre, octobre, novembre. Ça bouge en fonction des salles disponibles qu'on trouve. Les salles changent tous les ans ou... Non, pas tous les ans. On était pendant pas mal de temps au cinéma La Clé, au 5e arrondissement. Oui. L'année dernière, on était au 7 Parnassien, à côté de Montparnasse. Cette année, je pense qu'on va rester au 7 Parnassien, mais on est encore en train de discuter, on va dire, en train de faire le contrat, on va dire. D'accord. La particularité aussi, c'est que ce moment du festival est un moment privilégié de rencontre avec des réalisateurs, des spécialistes. Donc il y a des universitaires, des militants associatifs, politiques, des journalistes, des témoins. Et il y a des projections débats. On sent à la programmation que c'est un festival très engagé. Quels sont vos souhaits ? Quels étaient vos souhaits lorsque ce festival a été créé et lorsque vous sélectionnez les films de cette programmation ? Le souhait principal, au-delà de montrer cette pluralité qu'il y a le pays, c'est aussi de montrer les luttes qui se font au Brésil, les luttes des mouvements sociaux au Brésil. C'est pour ça aussi que le festival s'appelle Brésil en mouvement, pour faire justement cet accrochage avec mouvements sociaux brésiliens. Donc oui. L'idée étant de montrer des films qui parlent de lutte au Brésil, des thématiques et des problématiques sociales, environnementales, des justices au sens large au Brésil. Donc parfois, les choix, il n'est pas fait exclusivement d'un point de vue cinématographique. Il y a des films qu'on va choisir pour les penchants thématiques, pour les penchants de lutte, histoire de lutte. Il y a des films qui sont des bijoux cinématographiques aussi, qu'on les prend, et on essaye d'équilibrer les deux points, les deux axes. On va faire la 15e édition cette année. Donc oui. C'est une année assez festive pour nous aussi, pour montrer que malgré la chute de financement du monde associatif français, malgré la pénurie aujourd'hui qu'on voit dans le monde associatif français, on arrive quand même à tenir les caps et on arrive à continuer notre festival et continuer notre aventure. Et la dernière édition, d'ailleurs, a été un succès en termes de fréquentation. Oui, on est dans une courbe assez montante là-dessus, au niveau du public. Pour nous, ça reste un petit festival dans le sens qu'on n'est pas Cannes, on n'est pas la Berlinale, mais on a un public qui entoure 1 millier de personnes, 800 personnes, 900 personnes l'année dernière par exemple. Et en plus, vous faites des sélections qui sont non seulement audacieuses, mais qualitatives, puisque certains des films que vous avez projetés sont allés à la Berlinale. Oui, exactement. L'année dernière, on a fait une avant-première française, on va dire, d'un film primé à la Berlinale,
Biche et Travesti, sur justement la question LGBTQI au Brésil. C'est un petit bijou documentaire qui traite à la fois de la question, donc l'axe thématique est bien privilégié, et à la fois l'axe cinématographique aussi, parce que c'était un bon film. Et alors pour les personnes qui ne peuvent pas voir ces films, soit parce qu'ils ne sont pas à Paris ou qu'ils ne sont pas disponibles, je crois que vous avez aussi une vidéothèque, ou est-ce que certains films sont... Je sais que moi, sur So Sweet Planet, j'ai relayé un film justement qui avait été programmé sur votre festival, qui est en accès libre actuellement. Comment ça se passe pour les personnes qui voudraient accéder à tous ces petits joyaux, comme vous dites, que vous présentez? L'association met à disposition de ses membres des films documentaires pour visionnage sur place, sur nos locaux. Aussi, on fait des prestations pour des éventuelles associations ou groupes collectifs qui veulent présenter des films qui sont dans notre catalogue. Le catalogue est en ligne, on peut l'accéder via le site internet de l'association, qui est Autre Brésil, autre pluriel, Brésil, pluriel.net. Et donc, le catalogue ou les films sont en ligne? Les catalogues, parce que les films, c'est toute une affaire de droit et aussi d'espace de stockage virtuel. Donc, on est en train d'évoluer aussi là-dessus, mais pour le moment, le catalogue est accessible en ligne. Et les films peuvent être soit visionnés sur place pour nos membres, vous pouvez toujours s'associer à l'association. Et on peut faire aussi des prestations à des collectifs, des groupes, même des individus qui veulent projeter et discuter d'un film. Et donc c'est là aussi, on peut entrer en contact avec l'association via les sites internet et voir le mode des procédures pour cela. Ouais, on a engagé un sorte de groupe de travail pour voir justement cette question, comment rendre accessibles les films, donc voir à la fois la question des droits, la question juridique, parce que les films qui se présentent à notre festival, on signe un contrat qu'on a le droit, entre guillemets, pas de distribution, c'est un gros mot, mais le droit de le louer, de faire des prestations et payer une partie du droit d'auteur aux auteurs du film, une partie à l'association. Et donc on est en train de discuter du point de vue légal comment ça fonctionne, juridique comment ça fonctionne, et aussi d'un point de vue technique comment on va le faire. Aujourd'hui, quel bilan faites-vous de cette action de l'association au travers du festival et par rapport à tout ce que vous avez pu engager pour justement faire percevoir le Brésil autrement? Le bilan est fortement positif parce que on arrive à faire énormément d'activités, parler beaucoup du Brésil, être présent sur les médias et l'opinion publique française. Donc on est reconnu, entre guillemets, notamment dans le réseau associatif et le réseau militant, comme étant une association très engagée et en même temps créée et animée par des gens qui connaissent vraiment les dossiers dont on parle. On est une toute petite association d'un point de vue des ressources humaines parce qu'on a un salarié et une équipe bénévole assez engagée et assez présente dans la vie de l'association. Et on arrive vraiment, par exemple aujourd'hui, on fait un débat par mois à peu près, plus des conférences débats en dehors de ce créneau mensuel qu'on a à la Maison d'Amérique latine notamment. On intervient dans la scène médiatique avec des entretiens France Inter, France 24. Oui, j'ai vu l'une de vos collègues dans le 28 minutes d'Arte, interviewée par Elisabeth Quint pour parler de Bolsonaro. Exactement. Donc l'actualité brésilienne fait que le Brésil devient vraiment un sujet pour les publics français. Et étant donné que l'association existe depuis plus de 16 ans, on est reconnu comme étant des gens sérieuses derrière le... Oui, il y a une crédibilité maintenant. Oui. Exactement. Autre Brésil, c'est aussi un centre de ressources sur la société brésilienne. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous proposez et qui y a accès? Les centres de ressources aujourd'hui, dans l'état actuel, on peut les consulter par les articles publiés dans les sites internet, qui ne sont pas que des traductions. On a évolué aussi là-dessus parce qu'on continue toujours avec les traductions. On fait une veille de presse, c'est que ce soit en France, directement produit par des Français en français. Et on fait aussi des contributions propres, c'est-à-dire on a en pool des spécialistes qui soit travaillent avec nous, soit sont dans l'association et ont produit des textes spécifiques pour le public français. Donc on peut l'accéder notamment via les sites internet et on est en train d'évoluer là-dessus aussi parce qu'on est
un processus de lancement d'un observatoire des attentes à la démocratie brésilienne. La situation ayant changé considérablement, comme j'avais dit, ces dernières années, on est passé en mode d'intervention, on va dire, intervention analytique, si on peut dire comme ça, si ça fait sens, dans la scène française, dans l'opinion publique française, en produisant des textes propres. Et donc l'observatoire vient aussi pour combler cet espace-là, en ayant toujours l'attention de rester en contact direct avec les mouvements sociaux brésiliens. Donc à la fois, ce sont des textes produits par nos partenaires au Brésil, qui sont traduits par nous, donc produits pour nous et donc traduits par nous, à la fois des textes écrits ici en France par nos spécialistes ici, et à la fois d'autres contributions qui arrivent par-ci par-là. Et donc l'idée, c'est de lancer un espace dédié dans les sites internet encore dans ce premier semestre. On va faire un voyage au Brésil justement pour rétablir des partenariats qu'on a là-bas, pour produire des textes spécifiques sur le Brésil, sur des thématiques comme population LGBT, peuples autochtones, mouvements sociaux, questions de travail, questions d'économie, pour un public français qui n'a pas vraiment nécessairement la connaissance des spécialistes du sujet. Oui. Donc élargir les mots, ça peut sembler un peu moche, mais c'est cette idée de vulgarisation dans les bons sens du mot. Oui, de rendre accessible à un plus grand nombre de personnes. Oui, exactement. Justement, pour donner, parce que vous savez que cette interview donc, est diffusée sur So Sweet Planet, mais au format podcast, donc aussi sur beaucoup d'applications de podcast. Donc ça veut dire que beaucoup de nos auditeurs peuvent écouter sur leur téléphone portable quand ils sont dans les transports, en avion, dans un train et tout ça, et donc n'ont pas forcément le site internet sous les yeux. Et pour leur donner une idée des thèmes auxquels vous vous intéressez et sur lesquels vous informez, j'aimerais que l'on passe rapidement sur quelques titres d'articles que j'ai regardés hier soir, qui sont actuellement à la une sur votre site, et si c'est dans vos cordes de nous en dire à chaque fois quelques mots. Par exemple, Une mère, son fils et les orishas, un livre pour enfants sur les dieux noirs. De quoi s'agit-il ? En fait, c'est une note de présentation d'une publication faite au Brésil qui a été traduite dans d'autres pays européens et donc dont on parle. Parce qu'aujourd'hui, la question des religions afro-brésiliennes, c'est malheureusement devenu un sujet à nouveau parce qu'elles sont très attaquées, notamment par les penchants néo-pentecôtistes au Brésil, très conservateurs. Néo-pentecôtistes, oui, néo-pentecôtistes. Oui, d'accord. Sont derrière aussi, sont en partie responsable, entre guillemets, pour l'arrivée de Bolsonaro. Donc c'est une partie de son électorat fidèle. Et donc du coup, une partie de ces religions néo-pentecôtistes, il faut toujours faire attention parce qu'on met l'accent sur la complexité. Donc on évite de parler au singulier sur deux choses. Donc une partie des néo-pentecôtistes, très conservateurs, voit dans ces religions afro-brésiliennes la représentation du mal, du diable, et ainsi de suite. Donc on a fait la note de présentation de ce livre qui a été traduit, justement pour montrer qu'il y a des choses qui se font pour parler des religions afro-brésiliennes au Brésil, pour les enfants et pour éduquer la population brésilienne à cette idée de diversité et acceptation de la diversité. Et aujourd'hui, un livre comme ça, donc un livre pour enfants sur les dieux noirs au Brésil, il sort sans problème ou... Il sort sans problème parce qu'on on a eu des avancées considérables ces dernières années quand même. On avait inscrit dans la loi, par exemple, l'obligatorité d'enseigner l'histoire afro-brésilienne. C'est que c'était une nouvelle pour le Brésil. Juste une petite parenthèse, le Brésil est le plus grand pays noir en dehors de l'Afrique et le deuxième pays noir au monde. Les estimatifs qu'on fait aujourd'hui, parce que les données sont très compliquées, mais de 10 à 11 millions d'esclaves noirs arrachés d'Afrique, 5 millions sont allés au Brésil. Pour donner une comparaison, aux États-Unis, ils étaient en 500 000, 600 000. Donc on voit très bien que la place de la population noire au Brésil est très importante. Et malheureusement, l'apprentissage de l'histoire des populations afro-brésiliennes, des populations noires au Brésil, elle est très récente. On commence à faire attention
et sortir de ces cadres universalistes en quelque sorte, en disant les populations sont plus complexes qu'on les croyait, notamment dans l'opinion publique. Et excusez-moi, vous dites que la loi est passée pour que cette histoire soit enseignée, mais est-ce que dans les faits, ça s'est concrétisé ou pas encore? Ça a commencé un peu parce que ça a changé aussi les modes, comment on va dire, les modes de publicisation des publications qui traitent le sujet. Donc, on a à nouveau la question des vulgarisations, c'est élargi. Le nombre aujourd'hui des sites internet qui travaillent sur la question noire pour un public large, il est considérable au Brésil. Le nombre des articles qui sortent, même la question Mais ça, c'est pas l'éducation auprès des plus jeunes? C'est un peu aussi parce que l'éducation des plus jeunes, il y a aussi des résultats à la fois dans le processus des quotas aux universités qui ont ouvert la place aux populations noires pour les études supérieures, qui ensuite sont allés à la fois dans les écoles enseigner ou à participer de la vie sociale brésilienne avec une capacité d'intervention dans les débats publics plus légitime, entre guillemets, légitime d'un point de vue sociologique. Hein. D'accord. Donc c'est-à-dire, ils sont des diplômés noirs qui arrivent et qui disent tiens, l'histoire de mon peuple doit aussi être racontée. Donc cet effort-là, c'est aussi la conséquence des lois d'apprentissage de l'histoire afro-brésilienne, système de quotas dans les universités et une valorisation de la place des populations noires dans la constitution de l'histoire brésilienne. Et du coup, ces progrès assez récents sont-ils menacés là actuellement? Ah oui. De régression? Oui, ils sont menacés parce que, bon, à la fois parce que, juste pour donner comme information, mais le ministère de l'Éducation au Brésil aujourd'hui, il est tenu par un anti-globaliste. Ces mots ne font aucun sens. Je ne sais même pas ce que ce concept veut dire. Bon, je ne vous demande donc pas ce que ça veut dire. Mais qui se met clairement contre ces acquis, qui se met clairement contre l'idée de parlons des choses qui fâchent au Brésil. Donc l'idée étant de rendre les écoles au Brésil, rendre l'éducation au Brésil comme elle était avant, c'est-à-dire on parle des grandes figures très blanches, très masculines, très classiques, quoi. Oui. Et donc ces acquis sont menacés, sont très menacés parce que l'idée de garder l'unicité du pays, elle est aussi une unité symbolique qui ne repose pas sur les contradictions d'un pays si contradictoire. On voit à travers toutes vos actions qu'il y a vraiment un cinéma engagé, beaucoup de choses qui sont des messages qui sont transmis, des témoignages par des films, des documentaires. Est-ce que la musique, parce que la musique a eu toute une histoire au Brésil d'engagement, est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des artistes qui s'engagent aussi dans le milieu musical? Oui. Par exemple, on va voir le carnaval, là. Le carnaval étant un moment très important pour la scène musicale brésilienne, notamment autour des écoles de samba, parce que chaque école de samba a son hymne de l'année. Au défilé dans le carnaval à Rio notamment, sont très importants. Et donc plusieurs écoles commencent à traiter des sujets de société très importants. Et même l'école Mangueira, par exemple, son hymne cette année, sa chanson pour le carnaval, elle est centrée sur Marielle Franco, l'élu de Rio qui a été assassiné l'année dernière. Et donc ça va faire 1 an le 14 mars. Là. Et donc du coup, la chanson de cette école de samba, une des plus traditionnelles au Brésil, à Rio, elle est centrée sur justement Marielle Franco. Donc ça c'est juste un cas. Mais il y a une scène musicale, artistique plus large, mais musicale aussi, qui s'engage de plus en plus parce que la situation demande, en gros, au Brésil. Oui. On ne peut pas rester, peu importe notre camp politique, mais on ne peut pas rester neutre dans la situation brésilienne. Donc ceux qui sont de droite sont de plus en plus de droite et clairement de droite. Ceux qui sont conservateurs, pareil. Et ceux qui sont de gauche, libertaires, progressistes, aussi s'affichent de plus en plus. Et donc, comme pour la population en général, les artistes et les musiciens s'engagent aussi de plus en plus. L'article suivant, l'agriculture urbaine est menacée par les politiques du gouvernement Bolsonaro. Alors là, on a vu encore de nouvelles décisions
pour la déforestation en général. Depuis quelques années, on se réjouissait de voir de plus en plus de décisions contre la déforestation. Donc évidemment l'Amazonie, tout ça, le fameux barrage qui n'est pas le premier à s'effondrer avec les populations locales qui en subissent les conséquences. L'agriculture urbaine est menacée, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que les programmes qui existaient pour favoriser ce type d'expérience alternative de agriculture urbaine, comme on a un peu partout au monde, oui, sont sous menace au Brésil parce que l'idée étant que l'agriculture brésilienne doit être menée que par de grands agrobusiness, grands producteurs qui vont les faire pour le marché international en fait. Donc toutes les petites miettes budgétaires de l'État qui étaient versées à ces types d'alternatives, qui d'un point de vue budgétaire étaient vraiment des miettes, mais d'un point de vue social et d'un point de vue politique étaient très importants parce que mettaient en question justement un mode de production alimentaire qui n'était pas juste et qui devrait donc changer. Et tout cela, on commence à voir des changements considérables d'un point de vue de l'action de l'État vis-à-vis de ces types de programmes. Donc l'article part un peu là-dessus. Et quelle est la place des grands semenciers, de tous ceux qui font la promotion des OGM et compagnie au Brésil? Est-ce qu'ils sont accueillis à bras ouverts par ce gouvernement ou est-ce qu'il y a une prise de conscience par rapport à toutes les menaces qui vont avec? Malheureusement, leur place est de plus en plus importante. Ils sont aujourd'hui, ils ont toujours été au sein du gouvernement, dans le ministère de l'Agriculture, ils étaient assez présents, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, avant, on fait une petite parenthèse pour expliquer au public, mais avant on avait deux ministères au Brésil. Le ministère de l'Agriculture, tenu par l'agrobusiness, les grands producteurs pour les marchés internationaux, OGM et tout cela. Pesticides, Monsanto, oui, très, très présent dans les lobbies au sein de ce ministère. Un ministère qui avait beaucoup de budget, ça c'est sûr, mais on avait en parallèle un ministère de développement agraire. Ce ministère de développement agraire était centré sur l'action vers la petite paysannerie, les petits agriculteurs ou des expériences comme de l'agriculture en ville. C'était un ministère qui, certes, moins important d'un point de vue budgétaire, parce qu'il puisait moins dans les trésors de l'État. Oui, et moins de lobby derrière, évidemment. Oui, et moins de lobby derrière, où la présence aussi des mouvements sociaux était plus importante. Oui. Et ces ministères donc, mettaient la contradiction au sein de l'État aussi. Et donc cette contradiction a complètement disparu parce que ce ministère a été détruit par Temer déjà, et il n'a pas vu les jours avec ce gouvernement Bolsonaro. Oui. Donc on voit ça. D'un autre côté, on voit la place du lobby de l'agrobusiness parce que même les terres des peuples autochtones sont aujourd'hui sous la juridiction du ministère de l'Agriculture, ce qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire sous la juridiction? C'est-à-dire que la gestion des territoires autochtones au Brésil, la démarcation des nouvelles terres autochtones, oui, et la mise en question des anciennes terres... oui, parce qu'ils n'ont pas de titre de propriété. Des titres collectifs, on va dire, voilà, donnés par l'État. Oui. Donc c'était des réserves, comme on appelait au Brésil. Les réserves indigènes, ça c'est le nom au Brésil, on peut toujours discuter du qu'est-ce qu'une réserve veut dire, oui, qu'est-ce que le mot indigène veut dire, mais bon, c'est pas le sujet. Ces réserves indigènes étaient gérées par un service propre qui répondait au ministère de la Justice, par exemple. Oui. Aujourd'hui, ils sont sous la juridiction du ministère à la fois de l'agriculture, à la fois du droits humains, femmes et familles. D'accord. Ministère des droits humains, femmes et familles, qui est contrôlé par une néo-pentecôtiste très conservatrice qui veut faire l'évangélisation vers les populations autochtones. Donc on voit la problématique. Et la partie qui est gérée par le ministère de l'Agriculture, c'est justement la question de démarcation des terres et gestion des terres de ces réserves. Aujourd'hui, elles sont gérées par des lobbyistes de l'agrobusiness. Et donc, ce n'est pas par hasard qu'on voit une augmentation très importante dans les attaques aux réserves indigènes au Brésil, si on ne peut pas dire qu'elles sont attaquées directement par l'État, l'État le sait très bien qu'elles sont sous attaque et ne fait rien pour empêcher ces attaques de l'agrobusiness. Et quand j'ai dit attaque, j'ai dit vraiment de la violence. Hein. C'est des forces paramilitaires parfois qui vont tuer des gens dans ces réserves, qui vont menacer des gens dans ces réserves. On pense que ça va être une année
très très compliqué pour les peuples autochtones, notamment au Brésil, justement parce que le Brésil, c'est un des rares pays au monde où on a encore une frontière agricole. En Europe, on n'a plus de frontière agricole, les terres sont déjà cultivées ou pas cultivées, et c'est tout. Oui. C'est soit des Qu'est-ce que vous appelez une frontière agricole? C'est-à-dire des espaces encore, soit de forêts primaires ou des forêts anciennement cultivées, parce que ça c'est toute notre discussion, on ne va pas entrer là-dedans, mais sont des terres, des forêts qui peuvent servir à la production des produits, de matières premières agricoles vendus dans les marchés internationaux. Bon, l'Amazonie étant le cas emblématique parce que la plus grande forêt est tropicale. Donc on a le Brésil, l'Indonésie, quelques pays comme ça qui ont encore de l'espace pour faire grandir leur champ de matières premières agricoles. La question étant qu'une partie de ces forêts, une partie de ces zones sont des réserves indigènes, des réserves des peuples autochtones. Voilà. C'est-à-dire, il faut vider. Il faut les dégager. Il faut les dégager. Il faut les dégager. La vie n'a pas beaucoup de valeur. Non, et notamment parce que les calculs sont faits sur une base économique, arithmétique assez stupide. C'est-à-dire, on a 300 représentants d'un groupe indigène spécifique pour 5 000 hectares. Donc le président a déjà dit, on ne met pas 500 personnes sur 5 000 hectares, ça n'a pas de sens. Donc du coup, on fait une ferme. Oui. Mais la question étant que ces populations, d'abord, ont besoin de cet espace parce que leur vie a besoin de cet écosystème large comme ça. Tout le monde le sait qu'on ne peut pas créer des frontières sur des zones d'écosystèmes si complexes que ça. Et eux, ils ne produisent pas pour les marchés internationaux, eux, ils ne produisent pas pour un besoin économique capitalistique basique. Et donc, l'idée étant, bon, on fait des calculs assez bêtes, 500 personnes, on donne 100 hectares et c'est bon. Mais ça ne marche pas comme ça. Malheureusement, la vie ne marche pas comme ça. Il y a les conséquences humaines et les conséquences environnementales, parce Absolument. Que tous ces poumons verts que l'on est en train de détruire, de plus en plus de personnes, d'ailleurs actuellement, se battent au niveau juridique pour faire reconnaître le crime d'écocide et pour donner à la nature des droits, pour protéger la nature, mais évidemment pour protéger l'humanité derrière, puisqu'on en a besoin pour respirer, pour tout un tas de choses, pour l'équilibre de nos écosystèmes et du climat. Est-ce qu'on entend parler de cette lutte actuellement au Brésil ou pas du tout? On entend parler, mais notamment au Brésil. Les mouvements sociaux brésiliens, on parle bien sûr de questions d'environnement, elles sont très présentes. Comme vous avez rappelé, les crimes environnementaux du barrage minier qui a écroulé, ça fait un mois, dont on organise un débat la semaine prochaine justement pour parler du sujet. Donc ce sont des sujets qui sortent au Brésil, dont on parle beaucoup, mais en même temps, c'est beaucoup axé sur la question de droits des populations aussi, parce que pour donner à nouveau des éléments de compréhension, d'analyse. On a une diversité linguistique beaucoup plus importante au Brésil que dans toute l'Europe. On a plus de langues au Brésil que dans toute l'Europe, c'est-à-dire des langues des peuples autochtones qui sont des troncs linguistiques différents, complètement différents, et qui ne peuvent pas du tout se comprendre entre eux. Pas nécessairement, ouais. Tu as en gros 4-5 troncs linguistiques majeurs, donc il y a des capacités de traduction, de compréhension pour certaines, mais pour d'autres absolument pas. Et cette diversité linguistique est en train d'être attaquée sous l'idée qu'il faut dégager ces populations, il faut les assimiler, ces populations. Donc l'idée d'assimilation de population est très présente, très présente malheureusement. Donc on revient au début du 20e, moitié du 20e siècle, donc on ne fait pas en arrière assez profond là-dessus. Et donc des campagnes qui sortent en ce moment s'axent beaucoup là-dessus. On a eu au mois de janvier une campagne internationale qui s'appelle, faisons une traduction un peu comme ça, mais sans indigènes, aucune goutte de plus. Donc c'est-à-dire arrêtons les massacres des peuples indigènes au Brésil. En profitant également que cette année, c'est l'année des langues des peuples autochtones de l'UNESCO. Donc cette campagne a été lancée en janvier. On va avoir plusieurs actions cette année autour de ça, de tournées des peuples autochtones, même aussi en France. Et donc l'axe étant, pour la plupart, de contrer ces massacres et contrer ces attaques
à cette diversité culturelle, à cette diversité populationnelle au Brésil. Parce que les mots populationnels existent. Non, mais on comprend. Je suis désolé. On comprend. On est entre deux, trois mondes linguistiques aussi, et c'est parfois... Oui. Alors, un autre grand sujet actuellement au Brésil par rapport aux populations LGBT et aux droits des populations LGBT. Donc, je vais lire, avec votre autorisation, un extrait d'un article qui est actuellement sur votre site, puisque vous relayez assez souvent aussi le sujet. Nous sommes le pays qui tue le plus de personnes LGBT au monde, et notre droit le plus important, qui est celui de vivre, nous est peu à peu retiré. Peu nous importe de vivre sous notre identité choisie pendant la journée, si c'est pour nous faire tuer une fois la nuit tombée quand nous sortons pour travailler, dit-elle à propos des transsexuels qui travaillent dans la prostitution. D'après elle, la profession reste l'une des seules options de travail pour cette population. Elle s'est unie avec Erika Malungino et Erika Hilton. Leur objectif est de changer les statistiques du pays qui font ressortir qu'une personne trans est tuée toutes les 48 heures au Brésil. À la fois, actuellement en politique, il y a des avancées puisqu'il y a des personnes transsexuelles qui ont été élues et qui, pour la première fois, donc représentent pas que les transsexuels, mais toute la population. Donc ça, c'est un vrai progrès. Et par ailleurs, il y a évidemment, comme chaque fois qu'il y a des progressions, on sent dans la population beaucoup de crispation. Donc Marielle Franco, qui a été assassinée l'année dernière, qui du coup a éveillé une partie de l'opinion internationale à cette question. Là, aujourd'hui, en 2019, on en est où ? Quelles menaces pèsent sur les droits et sur les populations, notamment transsexuels et transgenres au Brésil? Ce sont des menaces très fortes. D'abord, comme je disais avant, l'évaluation qu'on fait, c'est qu'il y a deux populations qui sont sous danger imminent. Les peuples autochtones dont on a parlé et les populations LGBTQI. Pourquoi? Parce que Bolsonaro, le président sur place, il a été élu en gros sur quatre axes. Un axe militaire, parce qu'ancien militaire, ça c'est une chose, on peut en parler après. Un axe ultralibéral, parce que son ministre de l'économie, c'est un super ministre de l'économie, donc il a énormément de pouvoir. C'est un ultralibéral, un Chicago boy qui veut privatiser tous les services publics brésiliens, réforme des retraites. Un axe très centré sur l'agrobusiness dont on a parlé, et un axe conservateur lié à certaines confessions néo-pentecôtistes. Cet axe conservateur a décidé, tout simplement, que les populations LGBTQI ne sont pas vraiment des Brésiliens à part entière. Donc, ils essayent de promouvoir des choses qu'on appelle la cure gay, c'est-à-dire des centres de spécialisation, des pseudo-psychologues qui vont détourner oui, les thérapies de conversion sexuelle. Donc ça, c'est très important. L'idée que la population LGBTQI, c'est une population des pédophiles, des pervers sexuels et des pédophiles, donc il faut les combattre. Il faut enlever leur droit au mariage, il faut enlever leur droit à la constitution d'une famille, à l'adoption et tout cela. Et cette partie du gouvernement a décidé de s'attaquer à cette population parce qu'elle, selon leur point de vue, elle démontre la déchéance et la décadence du Brésil. Ils sont responsables pour la décadence brésilienne. Il y a des logiques qui me dépassent forcément, mais qui font des raccourcis entre le Brésil va mal parce qu'on a trop d'LGBT au Brésil, parce qu'on a donné trop de droits à ces populations, on a plus de droits d'être hétérosexuel et d'avoir ces préjugés. Donc l'idée d'avoir un préjugé vers cette population, c'est une question d'opinion et ce n'est pas un crime. donc, ils sont sous attaque. La majorité de la population brésilienne aujourd'hui est d'accord avec ça? C'est compliqué parce qu'on a du mal à trouver des données qui soient... Des sondages fiables? Oui, des sondages fiables parce que jusqu'à 2-3 ans, c'était complètement mal vu de dire dans des sondages qu'on était homophobe, par exemple, qu'on n'aimait pas les homosexuels tu vois, ou des transsexuels. Donc c'est compliqué de trouver la taille de ces phénomènes. Cependant, on peut inférer, on peut croire que ce phénomène est très important parce que les discours de Bolsonaro, sa campagne électorale était trop axée là-dessus, beaucoup plus que sur d'autres sujets. Par exemple, sa campagne électorale ne parlait pas de son côté ultralibéral. Il parlait notamment de son côté sécuritaire,
donc militaire, police, donc un bon bandit, c'est un bandit mort. Donc c'est en fleu au Brésil, la criminalité, les homicides, c'est en fleu au Brésil, en fléau, pardon, au Brésil. Donc c'était un de ces axes. La question des droits de population autochtone, ça n'a pas été vraiment traité dans la campagne électorale, mais la question de population LGBT, la perversité sexuelle de ces populations et la notion que c'est la marque de la déchéance, de la décadence de la famille brésilienne. Oui, une diabolisation. Une diabolisation totale et complète était très 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 présente. Très présente, même au niveau des fake news par exemple. Une des campagnes de fake news qui a marqué les plus des esprits, c'est qu'ils ont dit que les gouvernements des partis des travailleurs voulaient mettre dans des crèches au Brésil des biberons, dont la partie du biberon utilisée par les enfants pour boire du lait est en format de pénis. Parce que les partis des travailleurs voulaient transformer la population brésilienne en homosexuelle. Donc ça, c'est un niveau de fake news qui est sorti. Ça va loin. Ça va loin, ça va loin. Leur capacité à... Et ça a beaucoup circulé. Donc. Ça a beaucoup circulé. Et beaucoup de gens y ont cru. Beaucoup de gens y ont cru. Ça, c'était quelque chose de très important. Et donc, le Brésil étant un pays très violent déjà pour ces populations, parce que ça, c'est pas nouveau. Il n'a pas inventé les LGBT-cides au Brésil, les transides au Brésil. Bolsonaro n'a pas inventé, les conservateurs n'ont pas inventé cela. Mais la question étant que, en essayant de ne pas contrer ce type de situation, ça va augmenter la violence. Une autre chose qu'on voit, par exemple, c'est la question des populations atteintes par le HIV au Brésil. Oui. C'est comment on va dire, un raccourci qu'ils font. Le ministre de la Santé a dit dans un entretien, bon, on va revoir les programmes de combat au HIV au Brésil, parce que bon, l'HIV, ça reste une question morale. Donc ces raccourcis énormes entre contrôle d'épidémie d'une maladie brésilienne vers une question morale des sexualités, et en faisant des raccourcis. À nouveau, les mots raccourcis, c'est le unique que j'arrive à trouver, parce que c'est trop primaire, mais en disant, bon, les sida, l'HIV, c'est un problème des homosexuels, et du coup, il suffit qu'ils arrêtent leur perversité morale et éthique pour contrer ces problèmes. Et donc, on va voir des conséquences réelles là-dessus, mais vraiment réelles, parce que le Brésil était un des pays avec un programme de combat à l'HIV plus important au monde. On a vraiment arrivé à stopper la croissance de l'épidémie aux années 2000 notamment, par des politiques publiques sérieuses, claires et bien actives. Donc les risques, c'est qu'on revient à des situations abominables là-dessus. Parce que selon le gouvernement, selon certains groupes au sein du gouvernement, ça reste un problème de la population LGBT, et du coup, il suffit de ne plus être LGBT. Comme si cela pouvait venir de simple choix. Oui, voilà, l'éternel sujet. L'éternel sujet. Aujourd'hui, est-ce que vous avez quand même de l'espoir? Est-ce que la jeunesse est très mobilisée? Est-ce que les personnes qui se sont battues pour acquérir tous les droits dont vous avez parlé, qui sont actuellement menacés, est-ce que ces personnes sont découragées, ont baissé les bras, ou est-ce qu'ils sont d'autant plus sur le terrain à se battre pour les protéger? L'espoir est là. L'espoir est dans les mouvements sociaux, notamment ces nouveaux mouvements sociaux. Parce que le Brésil a vu l'arrivée aux années 70-80 de nouveaux mouvements sociaux comme les mouvements de sans terre, comme les mouvements syndicaux. Ah oui, les paysans sans terre. Oui. Les paysans sans terre et tout cela. Ces mouvements ont été très importants dans l'arrivée du Parti des travailleurs au gouvernement aux années 2000. Ils ont participé dans une plus ou moindre mesure au gouvernement. Mais la participation au sein de l'État, ça c'est le côté compliqué du gouvernement du Parti des travailleurs, parce qu'il a essayé de placer les conflits de la société brésilienne au sein de l'État. Comme j'avais dit, au ministère de l'Agriculture pour l'agrobusiness et au ministère du Développement agraire pour les petits paysans, pour les petits agriculteurs, où le mouvement de sans terre avait une place réelle de prise de parole, de discussion. En faisant ça, ça c'est une conséquence assez logique, même quand on regarde l'histoire. Ces mouvements sociaux ont perdu un peu leur capacité à mobiliser la société en soi. C'est-à-dire,
Les mots, ça peut sembler un peu fort, mais c'est bureaucratise un peu, on va dire comme ça. En se bureaucratisant, il se détache un peu de la base de la population en général, de la mouvance sociale en général. Mais ce qu'on avait vu à partir de 2011, 12, notamment en 2013 et ainsi de suite, c'est l'arrivée de tout un nouveau secteur de la société dans l'arène politique. Notamment, je cite les précaires, ceux qui étaient dans les marchés informels, qui commençaient à se formaliser, mais qui, en fonction des politiques publiques d'accès à l'enseignement supérieur, ont pu, comment on va dire, établir de l'horizon d'espace des possibles plus large et qui ont vu bloquer leur trajectoire par la crise économique et compagnie, qui se sont dit maintenant j'ai fait un cours universitaire, j'ai un diplôme et je ne vais pas me contenter à être juste un agent de télémarketing ou à travailler comme femme de ménage ou des choses de ce type. Donc ces gens ont commencé à se mobiliser au point de vue du travail. On a une chose très belle, née d'une tragédie très forte, c'est les mouvements des mères des enfants tués par la police, des mères dont la plupart noirs, parce que les homicides au Brésil, c'est 70% des gens tués sont des hommes noirs entre 19 et 23 ans, à peu près par là. Et on parle de 60 000 homicides l'année dernière, donc c'est des taux énormes, quoi, des guerres, quoi. On parle des guerres, hein. Toute la campagne au Vietnam, les soldats des États-Unis ont perdu un peu plus que ça, quoi, pendant les années de la guerre. Donc, l'année dernière, on a vu la mort de 60 000 personnes au Brésil, un peu plus, dont 5 000 par la police. Donc il y a une vraie politique non dite de la police brésilienne de tuer ces populations noires, notamment masculines, jeunes hommes noirs. Les mères de ces enfants ont commencé à se mobiliser à la suite de 2006-2007. Donc on a à São Paulo des mouvements comme ça, on a à Rio des mouvements comme ça, dans d'autres villes du Brésil des mouvements comme ça. Donc ces nouveaux mouvements qui commencent à se mobiliser, on dit nous on ne veut pas être dans l'État, nous on ne veut pas négocier entre guillemets avec la droite ou le secteur conservateur ou les grands lobbies. Ce qu'on veut, c'est de la justice. On veut que les choses changent. Donc du coup on se mobilise considérablement. À côté de ça aussi, en parallèle, et parfois ça se mélange. Un autre mouvement qu'on voit en parallèle, c'est pas spécifique du Brésil, c'est l'engagement des jeunes femmes au Brésil. Donc, des jeunes femmes. Le mouvement féministe qui n'est pas nouveau au Brésil, comme ici en France non plus, il n'est pas nouveau, mais il a pris une nouvelle ampleur ces dernières années, notamment des jeunes femmes souvent aussi de populations soit précaires, soit noires, qui commencent à dire, bon, le féminisme qu'on prône, c'est un féminisme beaucoup plus complexe, qui prend en compte beaucoup d'intersectionnalité aussi, parce que c'est pas juste une question entre moi, fille de la bonne, et ma camarade que je vois quand je visite ma mère quand elle travaille, fille de la maîtresse de maison, on n'est pas si proche que ça en fait, même si on est femme. Donc du coup, un mouvement féministe qui prend en compte l'intersectionnalité et qui commence à demander de plus en plus de choses et qui ne fait pas juste négocier et entrer dans l'État. On a aussi des mouvements comme des mouvements de sans-toit. Ce sont des mouvements qui essayent une nouvelle voie, c'est-à-dire ils ont appris, entre guillemets, avec leurs aînés des années 70 et 80, en regardant leur histoire, ils ont bien compris que ce n'est pas juste accéder à l'État qui résout la situation. Donc, ce qu'on peut attendre, l'espoir est là. L'espoir est là. C'est pour ça aussi que l'Observatoire qu'on lance au centre du Brésil, va essayer d'aller vers ces populations aussi, vers ces mouvements, pour dire, écoutez, nous, on veut aussi bien travailler avec vous pour comprendre vos demandes, pour faire écho à ce que vous faites, pour vous mettre aussi en réseau avec vos homologues français. Le mouvement français aussi a beaucoup changé ces dernières années, justement en fonction de ce type de complexité ajoutée dans la casserole, comme on dit au Brésil. Avant de terminer dans votre actualité, vous êtes aussi en train de créer une coalition
Oui, exactement. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, on a lancé, on s'est rassemblé à la fin de l'année dernière, en fin 2018, avec plusieurs ONG, associations de la société civile française, dont Amnesty International France, Emmaüs International, ACT UP, CCFD, Secours catholique, Frères des Hommes, CRID, IPAM. Bon, c'est une vingtaine à peu près d'associations, les BAM, pour justement parler du Brésil pour le public français et avoir une action politique plus claire, c'est-à-dire agir sur les plaidoyers, sur des campagnes pour rendre visible ce qui se passe au Brésil. Ce sont des associations et des ONG qui ont des partenaires au Brésil, qui nous ont aussi cherché pour dire, écoutez, on est cherché par nos partenaires brésiliens qui sont en peur, entre guillemets, et qui pensent à des campagnes internationales. Et du coup, on a créé cette coalition. On a lancé un premier texte, une tribune aux Libérations, le 1er janvier, 1er-2 janvier, justement pour parler de cette coalition qui vient de se créer autour de la question brésilienne pour le public français, pour agir dans le débat public français. D'ailleurs, certaines ONG, je crois, n'étaient plus trop les bienvenues au Brésil. Il y a des problèmes là-dessus parce que une mesure provisoire qu'on appelle, donc c'est un acte du gouvernement, qui prévoyait les contrôles et la surveillance des organisations non gouvernementales étrangères, internationales, dont Greenpeace, dont Amnesty et d'autres. La question encore est en train de se dérouler au Brésil. Le ministre a dit non, on ne va pas surveiller, mais bon, on sait très bien ce que ça veut dire, parce que les ministres responsables de la surveillance et l'accompagnement des ONG internationales, ça reste un militaire. Et donc, on sait très bien que les militaires ne vont pas juste regarder. Ils sont très bien, même si les mots intelligence militaire, ça semble un oxymore, ça reste un service réel des militaires. Et donc, la situation des ONG au Brésil, des associations et des mouvements sont sous menace. Du coup, l'idée étant que cette coalition puisse à la fois faire écho à leur campagne dans la scène française et aussi agir au sein des institutions françaises, au sein de la société civile organisée française, autour de la question brésilienne. Donc pour suivre un petit peu cette coalition, ce sera sur votre site internet aussi? Oui, on fait éventuellement des relais là-dessus. Par exemple, le débat qu'on va faire la semaine prochaine sur le Brumadinho, sur le barrage minier qui a écroulé au Brésil, c'est organisé avec France Liberté. Et ces partenariats est un des premiers, on va dire, produits de cette coalition. C'est dans le cadre de la coalition qu'on a parlé avec France Liberté et l'Observatoire des multinationales pour organiser aussi ce débat. Donc on va faire à la fois de l'intervention un peu classique, on va dire, pour parler des sujets. À la fois, on pense aussi éventuellement des campagnes de plaidoyer, des campagnes plus larges. Donc pour toutes les informations concernant le lieu, la date et l'heure de cette rencontre et des suivantes, on renvoie donc vers votre site internet. Exactement. C'est www.autrebrésil, autre pluriel, Brésil au pluriel, .net. Tout attaché. Tout attaché. La page Facebook, c'est Autre Brésil, vous le trouvez. Et les comptes Twitter, Autre Brésil aussi. Sur la page Facebook, on met toutes les informations. Et si vous voulez vous inscrire à notre infolettre, vous pouvez accéder au site internet et vous inscrire à notre infolettre qu'on envoie une fois par mois avec nos activités, les articles à la une et des contributions qu'on a. Donc, en résumé de l'activité d'Autre Brésil une fois par mois. Glauber Cesarino, merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous souhaite une longue continuation, beaucoup de belles nouvelles initiatives. Exactement. Ce qu'on dit au Brésil, au moins dans ma région, ce n'est pas mort, c'est lui qui se bat. Et nous, on continue à se battre. Et les Brésiliennes continuent à se battre. Et donc on est là pour parler d'eux, les laisser parler, leur rendre la parole en français. Donc c'est notre objectif. Bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Vous pouvez retrouver toutes les autres interviews du podcast de So Sweet Planet sur le site sosweetplanet.com. Une interview réalisée par Anne Greff.